Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. Bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents qui démarre à l'instant. Ce soir, nous parlons de la chicha. Sa consommation explose chez les jeunes. C'est devenu un véritable phénomène de mode, encore appelé narguilé. Le nombre de fumeurs est estimé à 100 millions de personnes dans le monde, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Les adeptes la considèrent comme moins nocive pour la santé. Comment expliquer le succès de la chicha chez les jeunes Camerounais? Quels sont les risques auxquels ils sont exposés? Bien des questions qui vont meubler la première partie de ce programme. Et puis notre rubrique mots d'enfant est aussi au menu. Ce sera aux environs de 21h35. Vers la fin, nous prendrons le cri d'un parent qui ne sait plus comment faire pour aider son enfant qui est plutôt complexé. Le succès de la chicha chez les jeunes inquiète. Sa consommation est presque banalisée dans notre société. Pour en parler, nous recevons Monsieur Marius Tiasep. Bonsoir, Monsieur Tiasep. Bonsoir Adi, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de DBS et bonsoir à tous les fidèles du programme SOS Parents. Vous êtes pédopsychologue. Comment expliquer l'attraction de certains jeunes pour la chicha? Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la chicha est quelque chose qui marque cette génération aussi. À chaque génération, il y a un centre, quelque chose d'attractif qui attire les jeunes. Et la chicha s'est inscrite un peu comme la nouvelle mode, on va dire, au sein de la jeunesse. Mais c'est pas la chicha en elle-même qui poserait problème déjà. Parce qu'il faut comprendre ici que l'on se situe là dans la question de consommation de produits et de substances que je dirais psychoactifs, que d'aucuns appelleraient également stupéfiants. Parce que la chicha est un appareil dans lequel, et généralement ceux qui consomment, ceux qui viennent utiliser ces vides de cet appareil, pour certains ne savent pas toujours quel est le contenu qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que on est dans un effet de mode, mais qui peut rapidement et progressivement s'installer dans ce qu'on pourrait appeler un comportement de dépendance ou d'addiction. Et nous allons voir comment tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous avez fait une incursion dans quelques espaces de consommation de la chicha dans la ville de Douala. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet, Cyril Nantian et Eliane Indeni. C'est un rendez-vous sacré pour ces jeunes gens. La tentation est si omniprésente qu'il leur est presque impossible de détourner leur regard de ces accessoires. Des conduits qui ont à la base une eau en ébullition. La tige centrale propose des branches qui se connectent à des tuyaux à l'extrémité desquels se rattachent des embouts qui ne se séparent pas des lèvres des consommateurs qu'ils sont. C'est avec une allure d'assurance que ces hommes et femmes se délectent des bouffées de fumée qui n'en finissent pas, des véritables cheminées. Ici, l'on est dans l'univers de la chicha et nous sommes au quartier Nobel dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une véritable industrie s'y est développée. Des saveurs de plusieurs sortes sont mêlées, des arômes qui attirent pas mal d'entre ces jeunes. Comme les anniversaires ou bien des simples concerts comme ça, les gens viennent nous demander de leur louer les bouteilles pour aller travailler là-bas et on loue aussi. La tendance n'est pas de petite proportion. Dans les discothèques et autres lieux de divertissement réservés aux jeunes, le paysage est grandement coloré de ces contenants qui rappellent la culture arabe de qui la chicha doit l'existence. Pour ces producteurs, et le contraire aurait été surprenant, c'est une substance sans danger, un simple mélange dépourvu de nicotine, mais qui dans leur contradiction serait préjudiciable dans certains cas. Nos clients sont satisfaits parce qu'ils aimaient ça, comme ça n'a pas de produit nicotine dedans, qu'ils utilisent ça. Il y a certains gens qui mélangent les choses dedans, mais nous, on ne connaît pas ça. Et en plus, c'est interdit aux élèves et aux enfants de moins de 20 ans. C'est interdit ici. Ça n'a aucun danger.
Le problème, c'est qu'il faut manger avant de fumer. Quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas bien pour la santé quand tu ne manges pas. Comment ça agit? Non, là, je ne sais pas du tout. Ce qui ne serait que trop facile pour des plus crédules. Bien que son usage ne soit pas aussi interdit que l'est le cannabis, la chicha ne saurait être exemptée de tout danger. Outre sa grande potentialité à conduire à la dépendance, elle recèlerait un impact négatif sur la santé de son consommateur et même de son entourage. Les risques à peine voilés liés à la consommation de la chicha ne se limitent à aucune frontière. Il faut savoir que toute consommation de tabac qui entraîne une combustion incomplète de la fumée est dangereuse pour la santé. Alors on sait en plus que tout ce qui est narguilé, chicha, alors les personnes sont totalement branchées sur le dispositif de chicha et aspirent encore plus de substances toxiques. Et donc, on sait que c'est à peu près 5 à 10 fois plus. Donc, c'est quelque chose de particulièrement toxique. Et les jeunes, souvent, imaginent que ça n'est pas du tabac parce que souvent, il y a des goûts, des saveurs, je sais pas, le pamplemousse qui viennent adoucir l'aigreur de la fumée de tabac. Donc, le message, c'est quelle que soit la forme de tabac fumé, c'est toxique pour la santé. Les forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre la délinquance en apprennent un peu plus sur les effets des drogues en milieu jeune. Une vidéo virale dans les réseaux sociaux présente un agent de police qui dresse une liste des substances illicites, la chicha n'en étant pas moins indexée. Ça s'appelle la chicha. À l'origine, une pipe à eau. Mais l'objectif a été dévié pour un recrutement de masse de drogués. Alors, ce qui est intéressant à ce qui concerne la chicha, c'est la composition de ces arômes. Ces arômes, quand nous allons dans les snack bars, on dit on veut un arôme de menthe, de watermelon, de chocolat, de pâté, de tout et tout. Mais est-ce que quelqu'un a posé la question une fois, quelles sont les compositions chimiques de ces arômes? Alors ici, il est écrit le cocktail de fruits. Il est écrit en anglais, it is more dangerous than you think. Le contenu de ce paquet est plus dangereux que ce qu'on pense. Alors sachez que celui qui a aspiré ce tuyau, dans ce tuyau une fois, a aspiré 20 bâtons de cigarettes. Par curiosité ou par souci de rassurer leur ego, de nouveaux fumeurs se recrutent. Des accessoires pour la consommation de la chicha sont de mieux en mieux élaborés. On en est déjà à des mobiles de la taille d'un cigare. Le phénomène s'impose dans la société. Et si elle était vraiment aussi dangereuse que l'on ne pouvait s'imaginer, à chacun d'y répondre, tant, dans ce cas, l'enjeu porterait sur une génération entière à sauver. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur cette antenne tous les mercredis à 21h. C'était là le reportage de Colin Bikatal. Qui sont, selon vous, Colin Bikatal, les consommateurs du narguilé? Eh bien, puisque nous sommes dans le contexte du Cameroun, c'est les jeunes, des adolescents. Voilà, ils se recrutent parmi les étudiants, ils se recrutent parmi les élèves. Il y a encore quelques temps plus tôt, ce n'était pas accessible à tout le monde parce que c'était relativement cher. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte de ce que c'est presque tout le monde. Parce qu'avec 1000 francs, on peut se faire une dose. Le monsieur que nous avons rencontré nous faisait savoir qu'avec 1000 francs, on peut se faire une dose, une bouffée, enfin des bouffées de ces fumées qui peuvent aller jusqu'à 40 minutes. Et vous voyez très bien que ces accessoires, on arrive à en élaborer ici de façon artisanale. Ça veut dire que plus besoin d'attendre qu'elles soient importées. Si elles peuvent être ici, c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui peut en avoir. Ce sont des élèves, ce sont des étudiants, des jeunes gens de 12 ans, je ne crois pas. Bon, j'en ai vu, 12 ans à 25 ans, voilà. C'est lors des rencontres assez spécifiques, assez précises, comme par exemple lors d'une fête, d'une rencontre, mais d'autres, c'est des rendez-vous, des endroits assez
assez connus, n'est-ce pas, pour être des points de vente de ces chichas où n'importe qui, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, n'est-ce pas, peut aller s'en provisionner. C'est une activité qui se pratique en toute liberté, Colin Bikatal. Oui, c'est lorsque je réalise ce reportage que je vous rencontre, mais je me suis posé la question de savoir si, à l'instar, n'est-ce pas, du cannabis, la chicha serait-elle licite ou alors illicite. Ces gens que nous avons rencontrés, ça m'a choqué un tout petit peu, n'est-ce pas, jouxte avec un établissement scolaire, avec un collège ou un lycée, un truc comme ça. D'ailleurs, lorsque nous étions en repérage, c'est un élève, voyez-vous, qui nous a indiqué, qui nous a dit, voilà, c'est là-bas que se vend la chicha. Et pendant que nous y étions, pendant le tournage, il y a pas mal d'élèves, n'est-ce pas, qui parcouraient des lieux. On comprend que c'était un endroit vraiment carrément ouvert. Et peut-être parce que soit des autorités ou toute autre personne ne se rendent pas compte, n'est-ce pas, des dangers qui peuvent y être liés, parce que les médecins nous ont fait comprendre à l'instant que ce n'est pas aussi inoffensif que ça. Mais pour une chose comme celle-là, je puis dire que elles sont à la portée de tous. C'est ceux qui les vendent, en fait, n'avaient pas l'impression de mener une activité illicite. Lorsque nous sommes arrivés, on n'a pas remarqué une certaine attitude de panique. Et en plus, vous vous rendez compte qu'ils s'adressent à la presse avec un visage tout à fait à découvert. Alors, c'est une pratique qui se pratique, enfin, je veux dire, c'est une activité qui se pratique. Voilà, merci. C'est une activité qui se pratique au vu, au su de tout le monde. Bon, là, c'était juste un point que nous avons repéré. Il va sans dire que sous le ciel de Douala, il y a beaucoup d'autres points ainsi développés, et même sans doute sur beaucoup d'autres endroits, n'est-ce pas, du Cameroun. La chicha est devenue une chose vraiment vulgarisée, comme ça, que tout le monde consomme, comme si c'était pour un bâton de cigarette, malheureusement. Merci, Colin Bikatal. Une fois encore, vous avez planté le décor de cette émission. À la semaine prochaine. Ah, bien sûr, la semaine prochaine, non sans me nettoyer des mains, parce que, voyez-vous, par le temps qui court, il faut que le téléspectateur, voilà, ne manque pas de réaliser que c'est un réflexe dont il faut s'en souvenir à chaque fois que, enfin, je dirais même toutes les 5 minutes, il faut se laver les mains. Il faut plus que jamais mettre en pratique les gestes barrières, se laver les mains, observer la distanciation sociale, porter un masque. Monsieur Tiasep, je reviens à vous. On a regardé le reportage. Le monsieur, il a dit c'est un endroit qui est fermé au moins de 20 ans aux jeunes. Et pourtant, dans les images, on a vu les enfants quand même qui ont moins de 20 ans. Qui visiblement, à l'apparence, ont moins de 20 ans. Comment expliquer cela? Ben, tout simplement, il faut comprendre que le reportage nous montre, et Colin Bikatal nous le disait encore, qu'il a dû rencontrer des personnes jeunes, moins de 20 ans, notamment des adolescents, qui étaient exposés à ce fléau. Comme dans toutes les autres substances, qu'elles soient licites, et je souriais un peu en fin de reportage quand elle a dit que c'était comparable à une simple cigarette, il a voulu minimiser la cigarette. Et je voudrais bien rappeler qu'on est dans un environnement où nous avons de façon globale deux tendances, des substances dites licites et les substances dites illicites en termes de produits psychoactifs. Et je vois bien l'embarras de Colin parce qu'on sait par exemple que l'alcool, la cigarette, le café, pour ne citer que cela, ce sont des substances licites, c'est vendu en accès libre, même si on ne devrait pas vendre aux enfants d'un certain âge, c'est-à-dire en dessous notamment aux enfants dits mineurs, aux personnes dites mineures. On se rend malheureusement compte que dans la pratique, rien n'est respecté, ou alors du moins ce n'est pas toujours le cas, et plusieurs personnes, notamment les jeunes, se retrouvent exposés, et on l'a encore vu dans le reportage, et ça rejoint mon propos introductif de tout à l'heure. La chicha en elle-même est déjà quelque chose d'extrêmement nocif, mais quand en plus on ne sait pas comment on commande une composition et on ne peut pas garantir du contenu de la composition exacte, on voit bien que des personnes peuvent se retrouver en train de consommer des produits qu'ils n'auraient pas imaginés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de s'installer, comme je disais tout à l'heure, dans la consommation des drogues, par exemple.
Mais monsieur Sassé, vous avez pris des exemples, on a le tabac, la cigarette, on a l'alcool. Est-ce que les jeunes, dans le cas de la chicha, ne sont pas un peu piégés par le marketing qui l'entoure? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme dans toute addiction ou dans toute dépendance, il y a trois principaux facteurs qui entrent en jeu. Il y a le facteur de la vulnérabilité. La vulnérabilité renvoie un peu à tout ce qui est interne, toutes nos frustrations, le stress vécu, les éléments vécus dans l'enfance, les frustrations. Donc ça, c'est la vulnérabilité interne, les facteurs individuels. Nous avons le deuxième facteur qui est le facteur environnemental. Le facteur environnemental, en fait, c'est le contexte. Est-ce que le contexte y prête? Tout à l'heure, il nous a dit dans le reportage que l'accès est libre, est connu de tous. Donc, et puis, dans l'environnement également, on a aujourd'hui ce que les jeunes appellent les piscines parties, les rencontres d'anniversaire, les skin parties, etc., qui sont des lieux par excellence où les jeunes se regroupent et se mettent à consommer. Donc ça, c'est les éléments de l'environnement, les éléments favorables. Et enfin et en dernier recours, on a le produit. Le produit en lui-même n'intervient qu'en troisième position. Donc vous voyez qu'il faut, pour on s'installe dans ce... le jeune qui commence à consommer, qui consomme, et on consomme d'abord au début, parfois pour des besoins sociaux, pour des besoins d'imitation, de découverte, de savoir comment ça se passe, mais sauf que au fur et à mesure, on est exposé, on est attiré par les autres, et il y a les phénomènes d'influence, les phénomènes de groupe, et au fur et à mesure, l'expérience se répète parce qu'on identifie. C'est un plaisir qui est dégagé et le plaisir est enregistré dans la mémoire et il est répété. Au fur et à mesure qu'il est répété, progressivement, le consommateur, qui est souvent jeune, et il faut rappeler ici qu'à l'adolescence, le cerveau n'a pas encore fini de maturer sur le plan de sa croissance, sur le plan de sa maturation. Donc, on trouve là un cerveau qui est déjà fragile. Ça revient au facteur de vulnérabilité que je disais tout à l'heure. On trouve un cerveau qui est en pleine croissance et qui a besoin du temps. Et lorsque ces produits arrivent, ils modifient un peu dans son fonctionnement normal. Ils modifient ce qu'on appelle le circuit du plaisir. Et une fois que ce circuit du plaisir est modifié, que ce n'est pas que la chicha, c'est toutes les substances psychoactives. Ici, on peut citer l'alcool, le tabac, la cigarette et toutes les autres formes de drogue. Donc la chicha, pour moi, n'est pas un élément sur lequel il faut se focaliser, il faut combattre, il faut se placer dans une logique de réaction globale aux consommations des produits psychoactifs dont fait partie la chicha. Madame Sameh nous a rejoint. Bonsoir, Madame Sameh. Bonsoir, Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien. Bonsoir, Monsieur Tchassep. Bonsoir, Madame Sameh. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes coach des parents et vous êtes également notre consultante à SOS Parents. Coach, la consommation de la chicha se fait au vu et au su de tous. Est-ce que l'initiation ne se fait pas à ce niveau? C'est-à-dire même parfois au sein de la famille ou des amis, dans le cercle amical? Oui, bon, peut-être plus dans le cercle amical. Vous imaginez mal un parent en train de dire « mon enfant va prendre de la chicha ». Bon, peut-être dans les films, mais dans la réalité, souvent, ce n'est pas ça. En réalité, nos enfants ont l'attrait de l'interdit. Bon, généralement, les adolescents ont l'attrait de l'interdit. Bon, ce qui se passe souvent, c'est que à la base, la chicha n'est pas quelque chose de toxique. À la base. Quand vous vous renseignez, vous vous rendez compte que c'est de l'eau qu'on fait bouillir dans laquelle on met des substances du genre thé, un peu comme on fabrique le thé d'une façon traditionnelle. Ça, c'est à la base. Sauf que au fur et à mesure de l'évolution, on a commencé à élaborer la chicha et on a commencé à y mettre des substances toxiques qui, au départ, n'étaient pas connues, n'étaient pas officialisées. Nos jeunes se sont donc rendus compte qu'on peut utiliser ces substances ordinaires. Je prends l'exemple du thé, par exemple, ou alors des goûts différents. On peut utiliser ça pour, je vais dire, aromatiser l'eau, en quelque sorte.
mais maintenant, sans que les autres ne se rendent pas compte, enfin, en réalité, c'est ce qu'ils pensent, que sans qu'on ne se rende compte, on commence à y ajouter des principes actifs, des excitants qu'on va appeler des drogues plus ou moins dures. Ça dépend maintenant du niveau de la personne, de la quantité d'argent qu'il peut payer et de l'établissement qui présente ça. Donc, au fur et à mesure, on réussit à monter en grade. Donc, c'est difficile qu'un parent dise à l'enfant, va consommer la chicha. Non, c'est difficile. Pour les jeunes même qui y vont, au départ, ils savent que, bon, c'est un instant de plaisir. On va passer un moment où on va consommer du thé, par exemple. Mais ils savent bien entre eux que derrière ce thé, il y a autre chose qu'on va mettre et qui va augmenter le plaisir, comme le pédopsychologue l'a dit tout à l'heure. Et c'est cette autre chose qu'ils recherchent et de plus en plus, donc ça crée cet engouement qu'on voit. Dans le maillon familial, coach, est-ce que les sujets tels que la consommation de la chicha sont au menu des conversations familiales avec les enfants, par exemple? Aujourd'hui, oui, ça commence à arriver parce que de plus en plus de parents, et vraiment je vous tire le chapeau pour votre émission parce que ça commence à porter du fruit, de plus en plus de parents comprennent qu'ils doivent prendre à bras le corps l'éducation de leurs enfants. Ils ne doivent plus la confier aux médias, aux enseignants, ils doivent eux-mêmes s'impliquer. Et ce que j'ai constaté, au moins par rapport aux parents que je reçois en coaching, c'est qu'ils commencent même à s'informer sur ce qui fait le quotidien de leurs enfants. Donc maintenant, chaque parent qui veut essayer de récupérer son enfant est obligé de faire ce que moi j'ai fait. Je suis allé taper sur Internet, chicha, c'est quoi? Et j'ai eu beaucoup d'informations. Maintenant, les parents ont assez de matière pour parler à leurs enfants. Bon, c'est vrai quand même que les enfants étant plus dans la pratique, généralement, ils en connaissent plus que ce qui laisse paraître. Lorsqu'ils sont devant les parents, ils jouent aux petits agneaux. Mais au moins, les parents sont conscients que maintenant, il faut qu'ils en parlent aux enfants. Il faut qu'ils attirent l'attention des enfants sur les dérives liées à ces choses. Donc, oui, les parents commencent à être conscients et vraiment, c'est une très bonne chose. Monsieur Tiassia, vous avez parlé de dépendance tout à l'heure. À quel moment est-ce que ça s'installe? Voilà, la question de l'installation est quelque chose de très important. Je vais dire, c'est quelque chose, c'est même le nœud parce que voyez-vous, ça ne s'installe pas comme on allume un interrupteur, c'est-à-dire du tic au tac. Ça s'installe de façon progressive et de façon répétitive, de façon jusqu'à ce que le consommateur se retrouve dans une situation de perte de contrôle. Il ne parvient plus à contrôler le manque et il est en demande permanente. Donc, vous voyez, parce que lorsque le sujet se met à consommer, généralement c'est au détour, comme je disais tout à l'heure, d'une occasion festive ou bien d'un moment de retrouvailles entre les amis. Sauf que il faut bien qu'on différencie ici les consommations que je dirais publiques. Public, ce que j'entends par public, par exemple, ce qu'on a dû voir dans le reportage, c'est un peu officialisé, c'est public, on peut. Mais il y a également des consommations privées. C'est-à-dire que des jeunes qui se retrouvent dans un domicile au profit d'une fête qu'ils auraient organisée ou encore d'un till ou d'un tilling, et ils concordent eux-mêmes, après avoir loué ou acheté l'appareil de chien, ils concordent eux-mêmes une potion qu'ils se mettent à inhaler ou à consommer. Donc vous voyez que à ce moment-là, plus ces événements seront répétitifs, plus ils vont s'installer, ça va modifier le circuit du plaisir au niveau du fonctionnement cérébral que je disais, et ça pourrait davantage installer les uns et les autres dans une attitude de manque et de demande. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question de la vulnérabilité. Ce n'est pas parce qu'on consomme les mêmes quantités ou ensemble les mêmes jours qu'on sera forcément dépendant au même moment ou bien que l'un sera dépendant et l'autre pas. Donc, il faut comprendre qu'également, c'est comme une rencontre. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est une rencontre entre trois facteurs. Une rencontre entre facteurs la vulnérabilité, l'environnement et bien sûr le produit. Donc, c'est qu'on s'installe de façon progressive. C'est pour cela que aujourd'hui, il ne faut pas forcément attendre que l'enfant ou alors que le consommateur soit dans une période, dans une phase de dépendance pour agir. Il faut agir bien avant, même déjà dans la prévention.
dans la prévention primaire, mais également lorsqu'on découvre que l'enfant, que le jeune a commencé à se flirter à ce type de comportement, on peut commencer à ce moment-là à sensibiliser de façon à éviter qu'il ne s'installe définitivement dans cette phase de dépendance. Monsieur Tchassep, sur le plan physique et psychique, est-ce que cela peut entraîner un changement de comportement? Cela peut avoir des effets? Oui, bien sûr, tout à fait. On est en train de parler de substances psychoactives ou de produits psychoactifs qui, par essence justement, c'est tout produit qui peut être chimique ou naturel, pouvant entraîner une modification de l'état émotionnel, comportemental ou encore de s'installer dans la dépendance. Donc, effectivement, vous avez vu, le simple fait de recevoir cette dose de fumée modifie l'état émotionnel, ne fût-ce que pour quelques fractions de secondes. Et vous allez voir que c'est un plaisir qui est enregistré, qui est ressenti et puis enregistré dans le cerveau. Sauf que lorsque c'est enregistré, il y aura une demande qui sera formulée encore une autre fois. Et c'est comme ça que de plus en plus les demandes seront rapprochées et les quantités vont aller grandissantes. C'est la question du manque qui s'installe. Donc, tout produit psychoactif est de nature à modifier effectivement le comportement. Et à quel moment on se rend compte que le comportement a eu un coup? Par exemple, vous verrez quelqu'un qui ne parvient plus à s'abstenir de ne pas consommer. Il est désormais dans une consommation avec une fréquence très connue. C'est peut-être au départ, ça peut être occasionnel. Après, ça devient toutes les semaines. Après, ça devient tous les 2 jours, tous les 3. Et parfois même tous les jours, il s'installe dans un. Et parfois, il ne parvient plus à s'abstenir. Donc, il n'a plus, entre le moment où la commande arrive, je veux le produit, je suis en manque, il ne parvient plus. Il faut absolument qu'il consomme dans l'immédiat. Et on peut également noter des fois où il est désormais dans une posture où ça l'empêche même de vaquer à ses occupations quotidiennes ou normales. Quelqu'un qui était censé se retrouver à l'école se retrouve en train de consommer. Quelqu'un qui était censé se retrouver, par exemple, au boulot ou bien à la maison à une certaine heure, ne parvient plus à ça. Donc, il y a une modification de l'environnement, de la façon de mener les activités qui sont en fait des signes d'alerte pour l'entourage. Kossame, en général, la consommation de la chicha est collective. Le fait d'aspirer la fumée sur un même embout pose des problèmes de transmission de certaines maladies telles que la tuberculose ou l'hépatique. Est-ce que ce n'est pas assez pour dissuader les consommateurs? Manifestement, ce n'est pas assez, puisqu'ils deviennent de plus en plus nombreux et les établissements où on offre ce genre de services aussi se multiplient. Ça veut dire que ce n'est pas assez. Je pense plutôt que c'est la sensibilisation qui n'est pas encore au point optimal, de façon à toucher les adolescents. Parce que si vous voyez des jeunes qui continuent de se mettre ensemble, étant conscients qu'ils sont en train de se contaminer, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à leur faire comprendre encore la gravité de l'acte qu'ils sont en train de poser. Donc, clairement, il y a un problème de sensibilisation. En fait, c'est une sorte de guerre. C'est une sorte de marketing. Le marketing des vendeurs ou de ceux qui font la promotion de la chicha et le marketing de ceux qui veulent la sécurité de leurs enfants. C'est une sorte de guerre entre guillemets et c'est à qui va l'emporter. Ceux qui vendent la chicha, ils mettent les moyens pour montrer le bon côté de la chose. Par exemple, si vous regardez les appareils, vous allez voir qu'ils ne sont plus entièrement métallisé comme c'était avant. Si vous regardez, vous allez voir de jolies couleurs fluo, rouge, vert, bleu. C'est très attrayant. Vous allez voir des formes qui deviennent de plus en plus arrondies, tellement belles à toucher, à caresser. Ça attire les jeunes. Donc, eux, ils mettent le paquet pour montrer aux jeunes que ce n'est pas aussi dangereux qu'on veut laisser croire. D'ailleurs, pour ceux qui ont goûté, ils disent que ça a un goût pour certains un peu sucré, ça a un arrière-goût un peu fruité, aromatisé, bref, tout est fait pour maintenir les jeunes, sauf que, comme ça a été très bien dit, il y a une dépendance qui vient avec. Mais il faut tenir compte du fait que ceux qui veulent donc inverser la tendance doivent autant élever leur niveau, je vais dire, de marketing. Ça veut dire qu'ils doivent chercher des moyens de sensibiliser les enfants en leur parlant le langage qu'ils comprennent pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est
un peu comme un piège, je dirais, comme on dit, un bonbon empoisonné. Ce qu'on montre à l'enfant, c'est le bonbon, mais les parents et les éducateurs doivent attirer l'attention de l'enfant sur le fait qu'en réalité, il y a un poison derrière, dont les parents et les éducateurs doivent mieux s'outiller pour justement réussir à faire que leur marketing à eux prenne le dessus finalement. Je voulais en venir, coach, dans cet environnement où la chicha est pratiquement vendue aux portes des écoles, Colin Bekata l'a souligné tout à l'heure, comment convaincre, comment sensibiliser nos enfants, ceux qui ne connaissent même pas encore le produit et qui sont au quotidien avec des camarades qui sûrement goûtent déjà à ce produit? Oui, ce n'est pas aisé, ce n'est vraiment pas aisé parce qu'on s'adresse à une tranche de la population qui est dans la mouvance de la découverte, vous comprenez? C'est une découverte tout à fait normale et qui n'a même spécialement rien à voir avec la chicha. C'est la découverte du monde. Donc, quand ils voient quelque chose d'attrayant et qu'ils voient beaucoup de gens y aller par instinct, ils veulent savoir pourquoi tant de gens y vont, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et puis, quand ils arrivent, justement, c'est si beau, c'est si bon, ça sent aussi bon, ainsi de suite. Par instinct, ils ont envie d'y toucher. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est commencer la sensibilisation à partir de la maison. Justement, le rôle de vous, les parents, ou de nous, les parents, c'est de montrer à l'enfant que ce qu'on lui montre, ce qui est si beau et qui est si attirant, en réalité, ce n'est qu'une apparence. Et que derrière, il y a quelque chose qui n'a plus rien d'attrayant. Ce que les parents peuvent faire, par exemple, c'est de chercher le contre-exemple. Allez fouiller sur Internet, regardez dans votre entourage. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont pris la chicha et qui s'en sont mal sortis? Venez mettre ça en exergue devant vos enfants. Donc, il faut leur parler régulièrement pour qu'ils ne soient pas des gens qui se laissent attirer par, on va dire, le syndrome de l'objet brillant. Il faut que l'enfant soit conscient que tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est le travail qui va être fait à la maison et qui va être fait régulièrement pour marteler ça à l'enfant, de telle sorte que lorsque l'enfant sera devant la tentation, il va se rappeler que c'est vrai que c'est brillant, mais moi, je sais ce qui est derrière. Vous qui ne savez pas, allez-y. Maintenant, les éducateurs vont prendre le relais. Ce qui est certain, c'est que l'enfant passe aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité, beaucoup de temps avec ses encadreurs, avec les enseignants, avec les camarades de classe, qu'avec les parents. Donc, si les enseignants aussi prennent le relais pour expliquer aux enfants les dangers qu'il y a à consommer la chicha, ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Mais ils seront sensibilisés, ça va attirer leur attention. Et le fait qu'on mette en exergue les cas malheureux vont freiner certains. Maintenant, il y a des mesures dissuasives que l'État maintenant peut prendre en interdisant, en pourchassant ceux qui viennent juste devant les écoles pour installer un commerce qui manifestement va nuire à la santé des enfants. Monsieur Tchasseb, dans cette logique de sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos enfants? Je voudrais déjà dire que je partage totalement les propos de Madame Samé, mais je voudrais insister principalement sur 2 points, ou alors récapituler, si on va dire, en 2 points. C'est-à-dire, pour moi, c'est premièrement, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, les parents se disent que les choses doivent arriver à leur rythme, ou bien au rythme. Et je disais encore à un parent, il y a deux jours, quand je lui demandais comment va son fils, il me disait que son fils va grandir beaucoup trop vite à son rythme. Et je lui disais que peut-être que c'est lui qui est en retard d'ajustement. Parce qu'il faudrait que les parents se mettent à anticiper parce que l'environnement n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on a un environnement plus suggestif. La deuxième chose dans la prévention, c'est de greffer pour moi la lutte contre la consommation de la chicha à celle liée à la consommation des drogues et des stupéfiants qui fait également suffisamment de ravages dans notre environnement, dans les milieux jeunes. Parce que c'est exact pour moi, puisque Madame Samet faisait remarquer qu'on retrouve les consommateurs de chicha à la porte des écoles, etc. C'est pareil avec les drogues aujourd'hui. C'est connu que la drogue la plus accessible, la drogue la plus accessible en milieu scolaire, c'est le tramadol. Et les jeunes parviennent à l'avoir au prix de 50 ou de 100 francs auprès des vendeurs de médicaments de la rue et qui sont parfois généralement installés devant les établissements scolaires. Et c'est comme ça il y a des dealers même au sein des établissements scolaires. Donc c'est pour dire que pour moi, c'est pas un combat séparé. C'est pas un combat qu'on devrait séparer. C'est le même combat et c'est un combat qui se situe à plusieurs niveaux.
Le premier niveau, c'est effectivement, comme Madame Saint disait bien, c'est les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'on leur dit, qui leur dit quoi, quel est le discours qu'on leur tient, et à partir de quand on tient ce discours. Et les parents, ce discours ne se tient pas une fois et basta. Et c'est un discours répétitif parce que c'est un défi éducatif. Le deuxième niveau, c'est celui des parents. Des parents et des éducateurs. Les parents et les éducateurs eux-mêmes, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés sur la question? Est-ce qu'ils mesurent les risques et les dangers? Bon, généralement, il y a des reportages ici et là, mais est-ce qu'il y a vraiment un programme organisé de formation et d'éducation des adolescents et des encadreurs? Le troisième niveau, bien sûr, c'est le niveau étatique. Et l'État doit pouvoir agir sur les questions environnementales. Comment le produit fait pour se retrouver chez le jeune? Quels sont les critères? Je le disais tout à l'heure, et c'était un peu pour en entrée d'émission, l'alcool au Cameroun, qui doit l'acheter? La cigarette au Cameroun, qui doit l'acheter? Il n'y a pas de... il y a la législation, mais ce n'est pas appliqué. Vous envoyez un enfant de 4 ans, va m'acheter la cigarette et il revient avec une cigarette. C'est extrêmement scandaleux. Un enfant de 6 ans va acheter une bière et revient avec une bière. C'est extrêmement grave. Il est important qu'on sache que même pour ce qu'on appelle les drogues licites, comme l'alcool et la cigarette, on doit pouvoir obéir à une certaine législation. C'est pas normal qu'un enfant de moins de 18 ans puisse acheter la cigarette et la bière sans être questionné, ce n'est pas, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, si on parvenait déjà à empêcher, ça permettrait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine, Colin Bikata nous disait tout à l'heure que les vendeurs de chicha ont l'impression qui fonctionne en toute légalité. Je le leur concède. Mais que fait-on lorsqu'un enfant de moins de 20 ans, un enfant de 16 ans, quelqu'un qui vient en tenue scolaire pour s'approvisionner? Quelle est la procédure de dénonciation? Lorsqu'on arrive, donc c'est ce mécanisme que l'État doit pouvoir mettre également sur pied pour aider à ce qu'on... Donc le combat, il a plusieurs niveaux. On comprend que c'est un combat qui demande une synergie d'action entre les parents, l'État et puis la société. Nous allons marquer un arrêt pour parler d'autre chose. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on s'intéresse à la jaunisse avec le docteur Diène Kombi, rencontré avec le concours de Hervé Guetti. Alors, la jaunisse, en termes médicalitaires, est une maladie qui rend les enfants jaunes, on va dire ça tout simplement comme ça. Et donc, elle est due à un pigment qu'on appelle la bilirubine. Elle produit lorsque les globules rouges sont détruits. Et donc, ce pigment va se déverser dans le sang. Il y a deux parties normalement de la bilirubine. Une bilirubine qui est liée aux protéines et une autre qui est libre. Et c'est donc cette bilirubine libre qu'on retrouve au niveau de toutes les muqueuses et donc qui est la cause de ce qu'on appelle l'ictère. Celui dont on va parler maintenant, c'est l'ictère néonatal, donc celui qui touche les enfants qui ont moins de 28 jours, les nouveau-nés. Parce qu'on peut avoir l'ictère dans d'autres pathologies chez des enfants plus grands, mais celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ictère qui touche les nouveau-nés, donc les enfants de moins de 0 à 28 jours. Le premier symptôme, c'est la peau qui devient jaune, les muqueuses, les yeux qui deviennent jaunes, la peau qui devient jaune au fur et à mesure que le temps passe. Et en général, ça se voit mieux à la lumière du jour. Les causes de la jaunisse chez le nouveau-né sont multiples. Et la plupart du temps, les nouveau-nés sont jaunes de manière physiologique. Parce que quand ils naissent, ils ont un taux d'hémoglobine qui est très élevé. Et donc souvent, l'hémolyse de ces globules rouges-là va faire que le nouveau-né autour du 2e, 3e jour soit jaune. C'est ce qu'on appelle un ictère physiologique. Mais maintenant, dans d'autres circonstances, des maladies, par exemple un bébé qui fait une infection néonatale peut faire un ictère.
un nouveau-né qui est né avant le terme prématuré, du fait que ses organes ne soient pas encore arrivés à maturité, peut faire un ictère parce que la bilirubine, ce pigment-là, il est métabolisé par le foie. Donc si le foie ne fonctionne pas bien, on aura un ictère. Donc les causes sont diverses, mais la plupart du temps, l'ictère est bénin. Mais toutes les fois où il est pathologique, il faut le soigner. Parce que les conséquences sont la plupart du temps irréversibles, alors que c'est une maladie facile à prendre en charge. Alors, la prise en charge, elle est simple. Une fois qu'on a constaté que l'enfant est jaune, donc c'est un diagnostic qui est clinique, on remarque à la lumière du jour que l'enfant a les muqueuses jaunes. On fait un examen qu'on appelle la bilirubine. On dose la bilirubine dans le sang et quand le taux est élevé, on met l'enfant sous une lumière bleue. On appelle cette technique la photothérapie. Donc, on met l'enfant sous une lumière bleue et donc cette bilirubine va être détruite et éliminée dans les urines et l'enfant va retrouver sa couleur normale. La complication qu'on craint le plus, c'est l'ictère nucléaire. C'est-à-dire que cette bilirubine libre qui se retrouve au niveau du sang va aller dans le cerveau, se fixer au niveau du cerveau et donc créer ce qu'on appelle une encéphalopathie. Donc créer chez l'enfant des complications neurologiques qui vont peut-être plus tard handicaper son pronostic, le rendre handicapé et puis assombrir son pronostic neurologique. Je vais plutôt dire comment prévenir les complications. C'est chaque fois qu'on remarque qu'un nouveau-né est jaune, l'amener à l'hôpital et ne pas faire comme la plupart des parents font, le mettre au soleil pour détruire ce pigment-là. Il faut l'amener à l'hôpital. Et le médecin va l'examiner, voir si en dehors de l'ictère, il y a des signes qui orientent vers une cause. Et si on ne retrouve pas de cause et si les examens sont normaux, eh bien, on le laisse tranquille. Mais plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Donc le message ici, c'est de chaque fois qu'un enfant est jaune, l'amener à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un professionnel compétent et que ce qui doit être fait, la prise en charge, soit optimale. C'était notre rubrique mots d'enfant avec la pédiatre Diane Combi. Place à présent au cri de cœur. Ce soir, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir SOS Parents, c'est avec le cœur meurtri que je m'en remets à vous ce soir. Je ne sais plus quoi faire avec ma fille de 16 ans qui est vraiment complexée. Elle se trouve trop grosse et dit que ses amis la comparent tout le temps avec des mamas kilos. Elle a un peu d'acné et trouve aussi que ses hanches et ses fesses sont trop larges, sa poitrine trop forte. Ma fille n'aime pas son apparence et s'en plaint tout le temps. Se lance dans des régimes sans fondement, refuse de porter certains vêtements. Elle prend beaucoup de temps pour se préparer le matin et cela est très frustrant. Elle tente de camoufler son acné, mais le résultat n'est jamais satisfaisant à ses yeux. Nous essayons de la rassurer en lui disant qu'elle est la plus belle et c'est sincère, notre fille est vraiment mignonne. Nous lui avons dit que les problèmes d'acné se terminent souvent vers la fin de l'adolescence et que beaucoup de filles aimeraient avoir la même silhouette qu'elle. Mais c'est pas assez pour la convaincre. Je ne sais plus quoi faire pour lui redonner confiance. J'ai besoin des conseils des spécialistes. Merci pour ce que vous faites. Kosamé, quelle est votre première réaction après avoir écouté le cri de cœur de ce parent? Bon, j'ai deux réactions. La réaction de la maman, c'est de sourire, évidemment, en me cachant, pour que l'enfant ne voit pas. Et la réaction de la coach, c'est de compatir. Donc, j'ai deux réactions. Coach, à quel moment, à partir de quel âge l'enfant commence à ressentir, à être complexé? Ça commence dès l'enfance. Vous vous souvenez, si vous avez des enfants, au Cameroun, il y a la pièce de 50 francs et la pièce de 25 francs.
Si vous vous rappelez encore, la pièce de 50 francs, elle est petite, mais elle a plus de valeur. Et la pièce de 25 francs, elle a moins de valeur, mais elle est plus grande. Beaucoup de parents ont fait l'expérience de tendre les 2 pièces à l'enfant, et l'enfant a pris la grosse pièce. Ça veut dire que les enfants s'attachent aux apparences. Et plusieurs fois, l'enfant a bagarré parce qu'on a essayé de lui prendre sa pièce de 25 francs, alors qu'on voulait lui remettre la pièce de 50 francs. C'est juste pour dire que depuis l'enfance, les enfants s'attachent à ce qui paraît et non à la réalité. Évidemment, plus ils grandissent, plus ils commencent à prendre conscience des choses, mais quelquefois, ça ne part pas entièrement. À ce moment-là, on commence à parler de complexe. Donc, il peut arriver que l'enfant commence à ne pas être satisfait de certaines parties de son corps. Ce n'est pas seulement de son corps. Certains enfants sont complexés même par leurs parents, même par l'apparence de leurs parents. Certains enfants sont complexés par la maison, par le genre de nourriture qu'ils mangent, par leur environnement. Le complexe commence très jeune et ça peut continuer jusqu'à l'âge adulte. Donc, cette maman pose un problème qui est un problème réel et vraiment, il faut qu'on en parle. Dans ce cas, coach, comment est-ce qu'on peut aider cet enfant? Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, permettez-moi de vous conseiller une vidéo de ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Les Parents d'Ados. Je vous conseille cette vidéo parce que c'est assez élaboré. Le thème de la vidéo, c'est comment gérer les complexes de nos enfants. Je pense que pour cette dame, ça va l'aider. Je vais résumer un peu. Dans cette vidéo, j'explique la première des choses, c'est de comprendre que le complexe chez un enfant, c'est tout à fait naturel parce que l'enfant est influençable par ce qu'il voit. Je prends un exemple simple. Si votre enfant voit une jeune fille qui est svelte et qui semble être heureuse, qui s'épanouit, elle se filme, elle met sur les réseaux sociaux, directement, elle commence à se sentir en insécurité. Elle se dit, si elle est mince et elle est aussi heureuse, ça veut dire que moi qui suis un peu plus grasse, moi je ne suis pas bien. Et puis elle se met à détester son corps seulement parce qu'elle a vu quelqu'un qui souriait. Bon, évidemment, elle n'a pas encore la maturité de comprendre que quelqu'un peut sourire, mais lui-même être bien complexé. Elle ne peut pas encore comprendre ça. Donc la première des choses, c'est de comprendre que c'est normal qu'un enfant se sente comme ça. Encore même que nous, les adultes, quelquefois, nous sommes complexés. Ce qu'il faut faire, on va plus revenir là-dessus. La première des choses, c'est de ne pas alimenter le complexe. Ça veut dire que si vous voyez que l'enfant est gêné par ses formes, lorsqu'elle vous a énervé, je vous en prie, ne dites pas qu'avec ces fesses-là, je vous en prie, ne dites pas ça. Trouvez autre chose. Parce que vous voulez lui faire mal. Oui, vous réussissez à lui faire mal, mais vous créez une douleur qui ne partira plus ou qui ne partira plus facilement. Donc, le premier conseil que je peux donner à la dame, c'est de ne pas alimenter le complexe. Trouvez autre chose pour lui faire mal, mais ne touchez pas au complexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est que montrez-lui des gens qui sont comme elle est, mais qui sont heureux, ou alors qui semblent être heureux. On est déjà d'accord que ce n'est pas chaque fois qu'on sourit, on est vraiment heureux. Mais amenez-la vers des personnes qui sont un peu en chair et qui assument leur statut. Amenez-la, et lorsque vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que elle va commencer à douter de son complexe. Vous dites, bon, celle-là, elle était mince, elle semblait être heureuse, mais celle-là, elle est en chair, et puis, mais elle semble tellement être heureuse. Ça veut dire que finalement, on peut aussi être comme moi, là, et être heureuse. Et puis, vous commencez déjà à mettre du doute dans ces complexes. Donc, c'est ce que je vais proposer. Il y a d'autres choses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure par rapport aux autres questions. Monsieur Tassep, est-ce que le mal-être de cet enfant n'est pas aggravé par le jugement de ses camarades qui la traitent de Mama Kilo, par exemple? Ben, c'est déjà peut-être pas le jugement de ses camarades, mais beaucoup plus également par l'incompréhension de ses parents. Parce que les parents doivent déjà comprendre que c'est un changement qui est normal. Donc, c'est un questionnement qui est normal. Donc, les enfants doivent pouvoir s'interroger des changements Et elle a une phase d'adolescence. C'est les questions d'image de corps, les questions d'identité, construction identitaire. Donc, c'est des questions extrêmement importantes pour l'âge de l'adolescence. Bon, maintenant, il s'avère que dans ce cas-ci, c'est un enfant qui n'est pas satisfait du reflet que le miroir lui donne d'avoir de son image corporelle. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de... Il faut déjà rassurer les parents. Il faut déjà rassurer les parents que l'enfant est dans une phase normale de questionnement, de changement. Maintenant,
la question de la normalité est aussi quelque chose d'assez délicat, parce qu'à quel moment ça devient, on passe du normal aux pathologies. Vous voyez que on ne peut pas le définir, et ça, c'est aussi parfois des choses qui sont trop individuelles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être perçu comme étant normal chez X peut être totalement décalé chez Y. Donc, pour revenir, il faut déjà qu'on comprenne que c'est un enfant qui est en quête d'une nouvelle identité. C'est un enfant qui a besoin et même des parents qu'on les aide à accepter le corps, et puis également, sinon, au-delà de l'acceptation, peut-être également à pouvoir, dans la mesure du possible, faire vivre à l'aise dans ce corps, parce qu'il est difficile pour elle de se défaire de son corps en ce moment. Bon, maintenant, il peut également avoir, j'ai entendu dans le reportage parler des régimes. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des exercices physiques. Donc, il faut voir déjà ce qui est fait. Et si je dois rejoindre un peu Madame Samé, il y a également la question des compliments qu'il faut pouvoir lui faire de temps à autre, pouvoir lui faire des compliments, mais aussi, en plus de la mener vers des personnes qui s'assument, mais aussi parfois, quand elle est vraiment bien mise, parce que même quand on n'est pas content de son corps, il y a des jours, il y a des vêtements qui nous vont particulièrement bien, et ce jour-là, par exemple, faire rayonner de façon particulière avec une photo, avec un souvenir, et puis comme je disais tout à l'heure, la question des compliments dans d'autres domaines de la vie. La question de l'acné, la question du changement identitaire, c'est une problématique de l'adolescence. Si ça persiste, peut-être, et si les parents sont en cours d'argument, je dirais rencontrer un psy ou un coach pour pouvoir recevoir leur fille et voir s'il y a lieu de poser un diagnostic plus élaboré. Parce qu'il y a également des petits exercices qu'on pourrait faire avec la petite pour qu'elle puisse finalement comprendre que que les changements corporels font partie des étapes d'évolution de l'individu. Par exemple, il y a un exercice, on compare souvent le corps d'enfant, le corps d'adulte, le corps d'adolescent, le corps d'adulte et le corps de la personne âgée. Il faut comprendre que c'est un process évolutif de changement corporel. Le corps ne sera pas toujours le même à chaque étape, à une étape particulière de l'évolution de la vie. Monsieur Tiassé, maintenant, comment protéger nos enfants des stéréotypes dans la société? Ça va être un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut les protéger, ça participerait de renforcer déjà leur estime et leur confiance en soi. Et ça se fait depuis le bas âge. Les félicitations, les encouragements, les discussions avec les enfants, les appréciations. Comme je dis, il y a des enfants qui sont sensibles à certaines appréciations ou bien à certaines remarques de leurs parents. Donc, et le parent qui évolue, c'est d'office, parmi mes enfants, il y a tel qui est plus vulnérable, tel qui est moins, il y a tel qui assume mieux le regard de l'autre et l'autre pas. Donc, lorsque c'est diagnostiqué, pour chaque enfant, on sait qu'est-ce qu'il faut renforcer un peu plus. Donc, c'est une question de renforcer l'estime de soi, renforcer la confiance en soi. Sauf que ça ne se fait pas qu'avec des mots. Ça se fait aussi avec des moments de qualité, des moments vécus ensemble, et parfois amener l'enfant à assumer, comme Madame Samé disait, à assumer ses parents, à assumer sa famille, à savoir que ses parents, que l'enfant sache que ses parents, et pas qu'il le sache seulement, que les parents donnent le meilleur pour leur enfant, et que les enfants le sachent. Donc, ça, on travaille aussi au niveau de l'estime de soi et la confiance de soi. Et on sait que l'estime de soi est quelque chose qui est assez fluctuant à l'adolescence et généralement qui est à l'origine de plusieurs problématiques de l'adolescence. La faible estime de soi. Coach, comment aider cet enfant à vaincre ce complexe? Je m'adresserai d'abord aux parents ou à la maman qui généralement est plus proche de son enfant. La première des choses qu'il faut faire, madame, parler avec votre enfant. Expliquez-lui que chaque personne est, je ne dis pas spéciale,
je ne dis pas spéciale, chaque personne est particulière. Vous comprenez? Il y a la variété de personnes partout. Si le Créateur avait voulu que tout le monde soit mince, ça ne l'avait pas dépassé de le faire. Elle-même, l'enfant, elle a remarqué qu'il y a des gens qui sont grands de taille, d'autres moins. Il y a des gens qui sont clairs de peau, d'autres moins. Il y a la variété. Et on dit que de la variété résulte la plus grande des harmonies. Donc, elle est un élément qui permet que l'environnement soit beau. Donc, qu'elle ne cherche pas à changer le corps qu'elle a. C'est vrai, pour la consoler, on va dire non, tu es une adolescente, quand tu vas grandir, ça va changer, ainsi de suite. Et pourquoi ça devrait changer? Amenez votre fille à voir ce qu'il y a de bien dans la situation dans laquelle elle est. Par exemple, si elle est malade, elle peut plus facilement supporter la maladie. C'est un exemple. Trouvez d'autres arguments pour lui montrer les avantages du corps qu'elle a. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, autre chose, associer la famille. Associer les membres de famille, les amis, pour qu'on parle en bien d'elle, des choses qu'elle a faites. Et c'est le dernier conseil que je voudrais donner ici, c'est, je vous en prie, déconnectez-la un peu de sa personne, qu'elle ne soit pas centrée sur maman, tu vois, voici un nouveau bouton qui a poussé ici, il n'y avait pas ce bouton hier, regarde, voici un nouveau bouton, regarde, c'est comme si j'ai pris encore quelques centimètres. Déconnectez-la un peu de ça, qu'elle apprenne à s'occuper d'autres personnes, qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe d'autres enfants même en détresse, qu'elle apprenne à donner. Lorsqu'elle va se concentrer à rendre d'autres personnes heureuses, elle va goûter un autre genre de bonheur et elle ne sera plus focalisée sur son corps. Et plus elle va grandir, que son corps change ou non, ce ne sera même plus une priorité parce que comme M. Tchassep l'a bien dit, elle va avoir confiance en elle, elle va apprendre à s'accepter et à comprendre que telle qu'elle est, c'est comme ça qu'elle participe à la beauté de son environnement. Et ce que je pourrais rajouter, si vous permettez, c'est qu'il faut également, peut-être qu'on pose déjà le diagnostic de est-ce qu'elle est réellement en surpoids, que dit son indice de masse corporelle. Et là, elle pourrait commencer par exemple par rencontrer un médecin et si elle est en, parce qu'il y a les questions elle peut penser, ça peut être une simple question de perception. Or, elle peut être réellement en obésité ou en obésité morbide. Donc, à ce moment-là, elle pourrait se faire accompagner soit par un médecin, soit par comment on appelle les diététiciens, voilà, ou encore par un coach sportif et même par un psychologue. Donc, ça dépend encore. Le fait qu'elle se perçoive comme étant du poids ne signifie pas forcément qu'elle a du poids. Ça aussi, parce que je me rappelle, j'ai reçu une adolescente dans cette problématique-là, qui visiblement était en deçà du normal, qui était dans le normal, mais vraiment vers la borne inférieure du normal dans l'indice de masse corporelle et qui se percevait comme étant trop grosse. Donc, qui voulait vraiment perdre. Et lorsqu'on calculait son indice de masse corporelle, le poids qu'elle visait atteindre, la mettait plutôt dans la catégorie de maigre. Donc, vous voyez que ça peut être également tout simplement un problème de perception. Il faut déjà faire un diagnostic réel. Vous aussi à la maison, vous pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de déchiffrer ce qui pourra tout suite vous aider à mieux gérer. C'est sur ce que nous refermons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Monsieur Tchassep, merci d'être passé encore sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Côte Samer, merci. Merci beaucoup. Je vais satisfaire à la coutume, à me désinfectant les mains. Bien entendu, le cochon va sortir par là. C'est un geste qu'il faut pratiquer à toutes les secondes, à tout moment. L'heure est grave. Ouais. Il faut plus que jamais pratiquer les gestes barrières. Ne sortez pas sans votre gel. Lavez-vous autant que possible les mains. Ainsi, vous allez vous protéger les autres. À toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour cette émission, merci